Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce webinaire spécial, spécial quoi? Spécial retraite, va-t-on dire. Euh, Vous êtes donc une cinquantaine de personnes présentes. Nous accueillons François Piqueret qui, euh, voilà, qui Bonsoir. nous rejoint et qui est un spécialiste de retraite, de prévoyance et de gestion de patrimoine ou de transmission de patrimoine. Euh, il va nous en parler tout à l'heure. Je voulais vous remercier déjà d'être présent, d'avoir pris ce moment avec le cercle pour, eh bien, écoutez, pour passer cette heure ensemble. C'est vrai que le sujet n'est pas inintéressant à 2 mois de la clôture, on va dire. Non, pas d'exercice facile, l'exercice pour ce qui nous concerne aussi d'ailleurs. Hein, le 31 décembre approche à grands pas et s'il y a des dispositions à prendre pour optimiser sa retraite, eh bien, c'est bien le moment de s'en préoccuper. Euh, je vais peut-être commencer par vous présenter l'ordre du jour de de cette soirée. On va tenir dans l'heure ou dans l'heure 10 qu'on s'accorde. Allez, je fais un petit partage d'écran avec, avec l'ordre du jour euh, qu'on va dérouler ainsi ensemble. Voilà. La thématique, évidemment, que vous avez vue sur LinkedIn sans doute ou que vous avez reçue par email. Donc, quelles dispositions prendre avant le 31 décembre pour optimiser la valorisation de sa retraite. On va d'abord, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore le cercle, eh bien, en dire 2 mots. On passera comment dire, au plat de résistance avec François. On passera aux questions-réponses vraisemblablement ensuite. On verra si certaines se glissent dans la présentation et méritent qu'on y réponde tout de suite. On les prendra bien sûr. On passera un petit sondage de satisfaction sur la fin et on conclura. Voilà, je vous dis 2 mots sur le cercle pour ceux qui découvrent. Il y en a toujours et c'est très bien qui découvrent le cercle. Une initiative qui a objectif de faciliter la vie des managers de transition en nous faisant gagner du temps principalement, en nous permettant de gagner en visibilité, de trouver plus vite des missions. Je ne vous fais pas toute la pub sur le sujet. Je vous montre simplement les 50 services qui sont à disposition. On ne va pas les voir un à un, là, ce n'est pas du tout le moment. Je vous présente les 4 ou 5 qui sont les plus prisés par les managers de transition. L'annuaire des entreprises de management de transition, il y en a 111 donc qui sont à disposition. L'annuaire comment dire, euh, des consultants qui sont dans ces cabinets. Ensuite, vous avez ici un nouveau service qui est mis en ligne depuis 2 mois pour les abonnés. Et c'est le groupe privé sur LinkedIn qui est le groupe du Mercato. Il y a de grands mouvements dans ce secteur d'activité et il est important pour nous d'être parmi les premiers informés. Donc, on l'est grâce à ce groupe privé LinkedIn. Et dernière chose, peut-être, non pas la dernière, mais l'avant-dernière, les offres de mission qui sont publiées sur le site du Cercle ou centralisées sur le Cercle, hein, 2800 en 2 ans, qui sont à disposition des abonnés également. Et puis, ah oui, c'est la petite dernière, c'est comment dire, la newsletter qui est sortie il y a un mois pour la première et il y a quelques jours pour la deuxième. Vous avez été 1300 à vous abonner dès le premier soir. C'est assez incroyable. Écoutez, donc, merci pour ça. Et voilà donc les cinq services les plus courus parmi les 50 qui vous sont proposés. Allez, on passe au vif du sujet avec notre ami François Piqueret. François va nous parler de. J'admets encore des personnes parallèlement, là, on doit être à 60 à mon avis, mais François va nous parler évidemment
eh bien, de notre retraite, de la valorisation de notre retraite qui, tout le monde le sait, ne sera pas folichonne si on ne s'en occupe pas chacun individuellement. Donc, il va nous dire tout ça et quelles dispositions prendre avant le 31 décembre. François, je l'ai mis là, est un ami et il ne parlera absolument pas d'AXA pour lequel il sévit, va-t-on dire. Il a voulu, et j'y tenais aussi à ce que ce soit une présentation neutre. Évidemment, si sur la fin vous avez envie d'échanger plus longuement avec lui à titre perso, vous le ferez et vous prendrez contact, il vous donnera ses coordonnées. Voilà François, je te laisse la parole, j'arrête le partage d'écran, je te mets en plein écran pour ce qui te concerne. Voilà, et je te laisse la parole et la main sur le partage d'écran avec ton jeu de slide évidemment. Parfait. Merci François. Bonsoir à toutes et à tous. Merci François de m'accueillir dans votre cercle. Je suis ravi d'être là. Et comme François vient de le préciser, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Je suis là plus pour vous donner de l'information. Et bien évidemment, j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions si vous en avez. Et si vous avez des questions plus personnelles, mais vous aurez mes coordonnées de toute façon à la fin. N'hésitez pas, je serai ravi de vous renseigner. Alors, on va commencer par en effet les bonnes raisons pourquoi préparer sa retraite. On a tous entendu dire, et on le sait, c'est une vérité que notre retraite d'aujourd'hui, de demain, pardon, ne sera pas celle de nos parents et encore moins celle de nos grands-parents pour plein de bonnes raisons. La première, c'est simplement une question de démographie. La population de notre pays est vieillissante et typiquement en 1970, lorsqu'on prenait notre retraite, on la prenait déjà un peu plus tard qu'aujourd'hui et on avait encore une espérance de vie qui était plus courte puisqu'on avait à peu près en moyenne statistiquement 16 années à vivre, donc 16 années de retraite. Aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance de 30 années. Alors, ce sont évidemment des chiffres d'assureurs, et pas que d'AXA, pour le citer une fois n'est pas coutume, mais c'est vraiment une tendance. Donc aujourd'hui, on estime, et les statistiques nous disent, si vous êtes une femme de 40 ans, et à 65 ans, votre espérance de vie sera de 97 ans. Un petit peu moins pour un homme, qui sera plutôt de 93 ans. Donc, c'est en moyenne une trentaine d'années de retraite à financer. Qui dit être à la retraite, on vit plus longtemps et c'est en effet, comme c'est indiqué là, on consomme plus longtemps, donc on aura besoin de moyens. Et pour celles et ceux dont je fais partie, qui comptaient un peu sur leur petit bas de laine pour pouvoir agrémenter un peu leur retraite, il va falloir que le bas de laine soit un petit peu plus conséquent. D'où la nécessité de partager, enfin de préparer plus en amont. Plus précisément, les chiffres pour illustrer mes propos, en 1960, on avait 4 actifs pour un retraité. En 2012, on est descendu à 1,78 et les projections de 2030, c'est plutôt 1,60. Ce qui signifie que les actifs qui vous préparent le gâteau qu'on se partagera à la retraite vont préparer un gâteau de plus en plus petit et on sera de plus en plus nombreux à se partager le gâteau. Et les conséquences, elles vont être assez claires, c'est qu'elles vont se ressentir sur le revenu, puisqu'on estime que le revenu à la retraite est d'à peu près 50% le revenu que l'on a en fin de carrière. Il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes salarié, alors je ne vais pas m'attarder sur les non-cadres, parce que ce n'est pas tellement votre cas, mais plutôt sur les cadres. Un cadre qui gagne en fin de carrière à peu près 5 000 € par mois, son revenu de remplacement sera de 54%. Donc, il va perdre quand même 46% de pouvoir d'achat, ce qui est juste énorme. Et sur les travailleurs non salariés, les indépendants, dont nous faisons tous plus ou moins partie, la perte, elle va évoluer entre 50 et jusqu'à 70%. Tout ça en fonction de notre régime, du régime auquel nous sommes affiliés, tout simplement parce qu'il y a des caisses qui fonctionnent différemment et qui ne sont pas pleines de la même manière les unes que les autres. Alors, évidemment, vous allez me dire, un consultant qui gagne 10 000 €, il ne va pas descendre à 3 000 €, ce qui n'est pas faux, sauf s'il a fait toute sa carrière en tant que consultant indépendant. On a tous une carrière avant qui a commencé en tant que salarié, donc on a des retraites qui sont un petit peu différentes. Donc, je ne vais pas être aussi alarmiste que les chiffres que vous voyez à l'écran,
mais on n'est pas forcément très, très loin de la vérité. D'autant plus que sur ces sujets, on y pense beaucoup et nous sommes tous à procrastiner, puisqu'on a, dans les sondages, qui ne sont pas que ceux de la compagnie pour laquelle je travaille, c'est 8%, 80% des Français, pardon, qui pensent qu'ils auront une retraite qui sont insuffisantes par rapport à leurs besoins. Mais seulement 50% épargnent en vue de leur retraite. Et encore, on ne sait pas à quel niveau ils épargnent réellement. Donc, il y a déjà 30% à minima des Français qui savent qu'ils n'auront pas une retraite suffisante par rapport à leurs besoins, mais qui ne font rien pour autant. C'est pour ça qu'il est en effet urgent de faire quelque chose. Et plus vite on le fait, mieux c'est. Je l'illustrerai tout à l'heure par un slide, sachant pour mémoire que le système de retraite français, il est de deux ordres. Il est dans un premier temps par répartition, en fonction, vous voyez là en bas, la retraite de base obligatoire, qu'on soit rattaché à la CNAV, à la CNAVPL, à la S2I, MSA ou autre, d'une part, et sur les retraites complémentaires obligatoires, qui sont l'AGIR, CARCO, bien connu pour les salariés, l'IRCANTEC pour les fonctionnaires, et il y en a évidemment d'autres. Il y a ensuite de ça la retraite par capitalisation, avec les retraites supplémentaires d'entreprise que l'on connaît, qui sont les articles 83, aujourd'hui appelés PER entreprise, les PERO, PERCO ou PERECO. Et il y a enfin les retraites supplémentaires individuelles, que ce soit des PERP, qui existaient déjà il y a un certain temps, qui ne sont plus commercialisées, qui a été remplacé par le PER. Donc le PERP, c'était le plan épargne retraite populaire. Il n'est plus devenu tellement populaire que c'est le plan épargne retraite. Et dans le même dispositif, on avait également les retraites Madelin. D'accord. Je un tout petit peu, pardon. Donc, le PER, c'est surtout ça dont je vais vous parler ce soir. C'est une solution qui est en effet incontournable pour préparer notre avenir à tous. Pourquoi? Parce qu'il offre plein d'avantages par rapport à ce qui existait déjà. Déjà, ça rend une épargne retraite qui est plus attractive et surtout beaucoup plus flexible. C'est une épargne qui est volontaire, c'est vous qui décidez d'épargner pour votre retraite, mais surtout, il offre des possibilités à la sortie qui n'existaient pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les dispositifs qui existaient vous imposaient de récupérer votre épargne sous forme de rente, à l'exception du PERP, qui permettait de récupérer jusqu'à maximum 20% de votre épargne sous forme de capital, le reste sous forme de rente. Aujourd'hui, avec le PER, vous pouvez récupérer jusqu'à 100% de votre épargne sous forme de capital ou de rente, ou faire un mix des deux, et c'est vous qui décidez de placer le curseur sur la proportion du capital et de la rente que vous souhaitez récupérer. Et dans la flexibilité, il y a aussi un autre moyen de sortie anticipée. S'il y avait les moyens en cas de coup dur qui sont prévus par la loi, donc c'est par exemple le décès du conjoint, c'est l'absence totale de revenus. Par exemple, j'ai plus aucune ressource ARE de Pôle emploi. C'est la fermeture judiciaire de mon entreprise, plus de revenus. Voilà. Et il y a une sortie supplémentaire qui est l'achat de la résidence principale. Alors, je vous l'indique, mais c'est quelque chose pour laquelle je ne suis pas forcément favorable, parce que le bénéfice fiscal que l'on a au moment des versements, on le perd à ce moment-là. Donc, il y a d'autres montages à faire qui sont, à mon sens, plus intelligents. Et autre point intéressant du PER, c'est qu'on peut y transférer les PERP, donc les plans épargne retraite populaire ou les contrats de retraite Madelin que l'on avait, mais également tout ce qui est article 83, les PER entreprises, les PERCO, PERECO, avec une condition, c'est de ne plus être dans l'entreprise grâce à laquelle vous bénéficiez de cette retraite supplémentaire. Alors, vous allez me dire pourquoi un PER? J'ai laissé les PERP et Madelin. Quelles sont les économies d'impôts en 2022 et puis 2023 maintenant? Il y a encore temps. Il y a quand même un certain nombre d'intérêts, et un vrai intérêt fiscal à le faire dès maintenant pour en bénéficier dès l'année prochaine. Si vous êtes imposable
par exemple, un taux marginal d'imposition de 30%. Alors, ce n'est pas le taux d'imposition que vous avez sur votre feuille d'impôt. C'est vraiment le taux marginal d'imposition. Le taux marginal d'imposition est de 5 niveaux. Alors, soit il est 0%, 11%, 30%, 41% et 45%. Et après, c'est la taxe sur les hauts revenus. La première tranche à 0%, c'est pour les revenus par part fiscale de votre foyer entre 0 et 11 000 euros. De la tranche à 11%, c'est de 11 000 à 25 000 euros. Et la tranche la plus fréquente à 30%, c'est entre 25 et 70 75 000 euros. Et après, on passe aux tranches à 41 et 45%. Si je reste sur mon exemple d'un taux marginal d'imposition de 30%, lorsque vous faites un versement de 1 000 euros sur un PER, l'année suivante, le fisc va vous rembourser, va vous faire un crédit d'impôt de 30%. C'est le même pourcentage donc que ce taux marginal d'imposition, ce qui signifie que votre effort d'épargne, il ne sera pas de 1 000 euros, mais il sera de 700 euros, puisque on vous restitue, le fisc vous restitue 300 euros sous forme de crédit d'impôt. Et l'avantage du crédit d'impôt par rapport à la réduction d'impôt, c'est que, imaginez, vous ne mettez pas 10 000 euros sur votre PER, 1 000 euros, pardon, mais vous en mettez 10 000. Votre crédit d'impôt sera de 3 000 euros. Si vous avez un impôt total annuel à payer de 2 000 euros, le fisc, non seulement vous n'aurez plus ces 2 000 euros d'impôt à payer, mais en plus de ça, le fisc vous fera un chèque en monnaie sonnante et trébuchante de 1 000 euros. Alors que la réduction d'impôt, ça va venir réduire votre impôt à zéro sur les 2 000 premiers euros, mais les 1 000 euros restants, ils seront perdus. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très intéressant. Alors, il y a deux… pardon, excusez-moi, je suis un petit peu trop vite. Il y a deux catégories. Il y a les non-salariés, donc les fameux TNS, les travailleurs non salariés. On va avoir une enveloppe fiscale maximale, au-delà de laquelle on ne pourra faire de déduction. Cette enveloppe, elle est quand même assez large, puisque les versements sont déductibles de votre bénéfice imposable, le BNC, et jusqu'à 76 101 euros en 2022. Sachant que ce chiffre-là, il est indexé sur le PAS, le plafond annuel de la sécurité sociale, et le calcul, il est assez simple. De 0 à 8 PAS, alors pour mémoire, le PAS, c'est 41 136 euros en 2022. Il va être revalorisé en 2023 de près de 7%. Donc, l'économie, l'enveloppe disponible, c'est 10% du PAS de 0 à 8 PAS. Et à partir du deuxième PAS, on peut bénéficier de 15 euros supplémentaires jusqu'à 8 PAS. Je vais l'illustrer par un exemple. Vous avez 100 000 euros de BNC. Vous avez déjà 10%, puisque vous êtes en deçà des 8 PAS, vous avez 10% de ces 100 000 euros, donc 10 000 euros qui constituent un premier bout de l'enveloppe. Et les 100 000 euros, vous déduisez un PAS, donc 41 114 euros. Il vous reste donc 58 800 et quelques euros, sur lesquels que vous allez multiplier par 15%. Et ces 15%, vous allez les additionner aux 10 000 euros de la première partie, et ça va être votre enveloppe fiscale jusqu'à laquelle montant duquel vous bénéficierez de votre crédit d'impôt ensuite, de la déductibilité. Si vous êtes salarié, ce qui est le cas de nombre de managers de transition, notamment en portage salarial, vos versements déductibles en revenus d'activité, c'est 10% de vos revenus 2021, avec une limite qui va être un peu moindre, qui va être de 32 909 euros en 2022. Sachant que pour les personnes sans revenus d'activité, c'est 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, sur le PAS, donc une enveloppe de 4 114 euros en 2022. Alors vous allez me dire, quel intérêt? Tout simplement, dans un couple, souvent, le monsieur a son activité, a son entreprise, sa structure, en portage, va gagner par exemple 100 000 euros, ça vient sur le même chiffre. Les revenus sont suffisants pour le foyer fiscal et donc l'épouse ne travaille pas, elle n'a pas de revenus. Néanmoins, elle a quand même droit à une enveloppe fiscale pour elle-même. Même si elle a zéro revenu, elle a droit à une enveloppe fiscale de 4 114 euros.
Évidemment, la contrepartie de cet avantage fiscal, c'est que cette épargne soit bloquée jusqu'à la retraite, euh, où elle sera à ce moment-là imposée. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes en effet marié et vous êtes soumis à une imposition commune. Et la bonne nouvelle, c'est que les plafonds de déductibilité de chaque conjoint sont cumulables et communicants. Je disais tout à l'heure, monsieur gagne 100 000 euros, son enveloppe fiscale est de 10 000 euros. Madame ne travaille pas, mais elle fait plein de choses qui permettent à son mari justement d'exercer son activité et d'avoir les revenus qu'il a. Elle a une enveloppe de 4 000 euros. Sauf qu'à la retraite, monsieur aura une retraite plutôt confortable, on va dire, mais madame n'aura qu'une toute petite retraite, parce qu'elle aura travaillé en début de carrière. Après, elle aura mis au monde des enfants, elle les aura élevés, elle n'aura pas travaillé, ce sera mis en retraite professionnellement par rapport à son mari. Donc, elle aura une toute petite retraite. Ce qui peut se faire, et c'est ce que nombre de mes clients font, c'est que monsieur va ouvrir un PER à son nom, il va verser, par exemple, 400 euros, 300 euros sur son PER chaque mois, et madame va ouvrir un PER, et elle va verser plutôt 700 euros par mois dessus. Sur une enveloppe de 1 000 euros mensuels, donc ce qui fait 12 000 euros par an. Ils sont dans l'enveloppe globale des 14 114 euros, puisque monsieur avait 10 000 euros et madame 4 114 euros. Et donc, ils peuvent bénéficier en totalité des enveloppes fiscales. Et vous voyez, elle communique. Madame peut utiliser l'enveloppe fiscale de monsieur et inversement. En revanche, dans les familles recomposées, il n'y a pas nécessairement remariage. Tout simplement, la vie, en termes que je n'aime pas beaucoup, mais le concubinage, vilain mot, ça n'engage que moi, pardon. Chacun a sa déclaration d'impôt et fiscalement indépendant. Donc, chacun a sa propre enveloppe fiscale dont il peut bénéficier. Et là, il n'y a pas de communication. Alors, vous verrez aussi sur vos avis d'imposition, il y a en page 3 de votre avis d'imposition, les enveloppes fiscales disponibles de l'année en cours et des 3 années précédentes qui n'ont pas été utilisées. Il arrive aussi dans certains cas que les enfants aient une enveloppe fiscale disponible. Alors, c'est un point qui est un petit peu délicat, puisque un enfant, même majeur, a une enveloppe fiscale disponible, alors qu'il est étudiant, par exemple, donc il ne travaille pas, il n'a pas de revenus. Néanmoins, il a quand même une enveloppe fiscale disponible. Alors, autant quand l'enfant est majeur, ça ne pose pas trop de problèmes, mais quand il est mineur, c'est un petit peu plus délicat. Donc, c'est un petit point qu'il faut vérifier souvent avec son bureau du Trésor public pour voir s'il accepte ou pas, pour éviter d'avoir une reclassification. François, on va peut-être faire une petite pause et regarder un peu les questions qui sont dans le chat et puis laisser aux autres la possibilité d'en poser par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer. Oui, il y a Rémi. Alors bon, Laurent Giraud qui demandait s'il valait mieux récupérer son capital en totalité ou via une rente. Ça, enfin, je sais pas, chacun se choisira évidemment, mais c'est selon les. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça en fait? Alors, c'est un choix qui est quand même très personnel et Oui. qui est fait au cas par cas. Ça dépend de ses projets, ça dépend du patrimoine, ça dépend des revenus que l'on peut avoir. Donc, s'il y a les revenus à la retraite, puis aussi des revenus complémentaires. Si par exemple, vous avez un patrimoine immobilier locatif qui vous permet d'avoir des revenus complémentaires, est-ce que le revenu en rente est judicieux? C'est pas certain. Ce qui peut se faire, c'est à ce moment-là, c'est récupérer son épargne sous forme de capital et la replacer, par exemple, sur une assurance vie, ce qui permettra d'optimiser la transmission derrière. Mais c'est vraiment du cas par cas. Rémi Bourg qui nous dit: est-on obligé de récupérer un PER à sa retraite? Que se passe-t-il si on le conserve en l'état? Non, on n'est pas obligé, si vous réalisez votre retraite à 62, 65, 67 ans, on n'est pas obligé de le récupérer immédiatement. On peut le laisser courir et s'en servir comme d'une assurance vie. Parce que certains PER sont sur la même fiscalité que l'assurance vie. Alors attention, ils ne le sont pas tous. Ça peut être aussi un moyen de transmettre du patrimoine avec une défiscalisation supplémentaire.
Jean-Louis Caillou qui dit, oui, avec une inflation galopante et donc des taux d'intérêt bancaires qui vont avoisiner les 6%, rapidement, n'a-t-on pas intérêt à placer sur des obligations ou des SCPI plutôt que sur du PER? Alors, déjà, dans le PER, il y a aussi des obligations, il y a aussi il y a un nombre de supports qui peut être très, très large. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je suis comme vous, je n'ai malheureusement pas de boule de cristal pour vous dire est-ce qu'il vaut mieux le placer sur tel ou tel support. Après, les placements sont faits en fonction, un, de votre connaissance en matière de produits bancaires et deux, de votre appétence au risque. Vous avez des profils qui sont très prudents, pour lesquels on va proposer des placements qui vont apporter une rentabilité moindre. Rentabilité moindre dit aussi risque de perte associé moindre. Et au contraire, des profils qui vont être beaucoup plus agressifs, là avec un risque de perte associé plus conséquent. Ok. Et Sophie Dixon disait, oui, demandait comment sont considérées les allocations chômage. Est-ce qu'elles sont considérées comme un revenu? Alors, c'est un revenu. De toute façon, l'enveloppe fiscale disponible, elle est spécifiée sur votre avis d'imposition. Et c'est le montant qui figure sur l'avis d'imposition qui fait foi. Donc, en effet, les allocations chômage sont des revenus. J'essaie de couper le micro de la personne qui nous envoie du son là. Mais vas-y. Vas-y François, continue, à moins qu'il y ait une autre question. Il y a une autre question qui vient de tomber. L'enveloppe fiscale disponible permet d'être utilisée à 100% pour le PERP. Absolument. Alors, juste un point d'attention, notamment pour les travailleurs non salariés. L'enveloppe Madelin, elle concerne aussi tout ce que vous passez en contrat fiscalité Madelin, typiquement mutuelle santé ou contrat de prévoyance que vous passez en Madelin. Donc, ça peut être englobé dedans aussi. Donc là, il y a un petit point d'attention à avoir lorsque vous êtes travailleur non salarié et vous passez en effet votre mutuelle santé ou votre prévoyance en Madelin. D'accord. C'est quelqu'un qui bénéficie de l'ACRE, comme Jean-Jacques Jopard, et ne se verse pas de salaire, peut-il ouvrir un PER? Oui, bien sûr. Okay. Il n'y a pas de raison. C'est pas restrictif. Tout le monde peut ouvrir un PER. Ouais. Il n'y a pas de blocage par rapport à ça. Ok. Il y a une question de Majid Abdelli, mais qui est peut-être très technique là. Peut-être que tu y répondras directement de façon perso, mais ça m'a l'air très. Voilà. Je te laisse poursuivre, peut-être, François. Très bien. Alors, je vous ai parlé de la fiscalité à l'entrée et des avantages. Et le fisc, il est sympa, mais il est pas si sympa que ça parce que lui, c'est donner ses données, mais le fisc n'hésite pas à reprendre un petit peu. Il ne reprend pas tout, rassurez-vous. Mais il y a quand même une fiscalité à la sortie. Alors, là, je vous ai fait de manière assez simpliste, parce que je n'ai pas voulu rentrer trop dans la technique. Au milieu, vous avez donc l'épargne retraite. Vous êtes constitué au fil des années jusqu'à ce que vous preniez votre retraite. Vous avez en vert la partie qui représente tous les versements que vous avez effectués et au-dessus, en jaune, la partie de la plus-value. Parce que votre épargne, évidemment, elle a généré de la plus-value. Si vous sortez en capital, la partie des versements, comme elle a été défiscalisée sur l'impôt sur le revenu, elle va être refiscalisée. Souvenez-vous, je vous ai dit, voilà, la défiscalisation à hauteur de votre TMI à 30%. Comme vos revenus vont diminuer vraisemblablement de 50%, il y a de fortes chances que votre TMI, votre taux marginal d'imposition, soit descende de 30 à 11%. Donc, vous ne serez pas imposé à 30%, mais à 11%. Donc, déjà, sur la partie des versements, vous avez un gain immédiat de 19%. Ensuite de ça, si vous aviez laissé cet argent sur un compte courant, il n'aurait généré aucune plus-value. Là, vous avez une plus-value. Et le fisc, il dit, moi, je veux ma part du gâteau, toujours le même gâteau, et je vais prendre une taxe qu'on appelle la flat tax,
qui est de 30%, dont 17,2 de prélèvements sociaux. Le reste, c'est CSG et CRDS. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup 30%. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir 70% d'une plus-value que 100% de zéro plus-value si vous aviez laissé cet argent sur un compte courant ou un compte dormant? Ça, c'est pour la sortie en capital. Et si vous sortez votre épargne sous forme de rente, ben, ce sera un revenu, donc vous serez imposé à l'impôt sur le revenu, que ce soit sur la partie des versements ou la partie de la plus-value. Alors, attention à bien, dans les deux cas, à regarder l'impact que ça pourrait avoir si vous sortez en rente, que ça ne vous fasse pas changer de tranche d'imposition et donc de payer plus d'impôts. De la même manière, de récupérer l'épargne sous forme de capital, on peut le fractionner sur plusieurs années pour éviter de changer de tranche d'imposition. Ça fait partie des choses qui sont tout à fait faisables et qui sont validées par le fisc. Ils font partie du process. Alors, le PER, c'est aussi un outil de protection familiale. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, non seulement les enveloppes fiscales d'un couple, donc monsieur et madame, communiquent. Donc, madame peut utiliser une partie de l'enveloppe de monsieur et réciproquement. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Mais il y a aussi un autre point qui est très intéressant, puisque on y pense notamment au moment de la réversion de la retraite. En cas de décès, il faut y penser, il y a bien un jour où on passera dans l'autre monde, il y a la réversion de la retraite. Sur le régime de base, le montant maximal versé au conjoint survivant sera de 54%. Avec une condition sine qua non, il faut être marié à ce moment-là, mais aussi cette réversion, elle peut être partagée entre le conjoint et l'ex-conjoint, qui peut aussi faire valoir ses droits en la matière. Donc, ce sera une part du gâteau pour les deux conjoints survivants, enfin, le conjoint et l'ex-conjoint, qui se partageront qu'une partie des 54%. Et sur les régimes complémentaires, c'est un tout petit peu plus, c'est le même principe, mais c'est 60%. Et à noter que les concubins et les partenaires taxés ne bénéficient en aucune manière de la réversion. Donc, il faut impérativement être marié. Ça, c'est vraiment un point de vigilance. D'accord. Tac, alors que j'en oublie pas. Voilà. Et le PER, mais pas que. Tout à l'heure, je vous parlais de l'économie d'impôt. Donc, les fameux 300 € sur les 1000 € versés sur mon PER. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, tout simplement, je peux décider de les garder pour moi. Ben, je m'en sers pour me payer un bon resto, faire un petit week-end en amoureux avec mon épouse. Ça, c'est une solution. Je peux aussi décider de le réinvestir dans mon PER, si j'ai encore de la disponibilité dans mon enveloppe fiscale, parce qu'à ce moment-là, je vais avoir le double effet. J'ai 30% de crédit d'impôt, je verse 1000 €, j'en récupère 300. L'année suivante, je ne verse plus 1000 €, mais je verse 1300 €. Et je vais avoir 30% de crédit d'impôt. Je vais avoir 390 €. Et on peut même aller encore un peu plus loin. C'est l'année suivante, je verse plus de 1300, mais 1390 €. Et mon effort d'épargne sera, de toute façon, jamais, même en troisième année, il ne sera même pas de 1000 €. Puisque c'est le fisc qui me permet de faire cet effet de levier. Mais il y a d'autres possibilités. Typiquement, cette économie, en particulier si vous êtes travailleur non salarié, vous pouvez très bien vous mettre une couverture en prévoyance. Et il ne faut surtout pas oublier, quand vous êtes indépendant, TNS, de mettre en place votre couverture de prévoyance avant de penser à la retraite. Pourquoi? Parce que autant l'arrêt de travail peut durer jusqu'à 3 ans et après, vous basculez en invalidité. Mais en cas d'invalidité, non seulement vous n'avez plus de revenus, la sécurité sociale vous bascule à la retraite automatiquement, de toute façon, plus tard à 62 ans. Mais comme vous n'aurez pas cotisé, vous aurez une retraite toute petite. Et comme en plus de ça, vous serez à la retraite à 62 ans, vous n'aurez peut-être pas tous vos trimestres pour avoir une retraite à taux plein. Donc, elle sera d'autant plus réduite. Donc, pensez à bien vérifier que vous avez une couverture en termes de prévoyance
avant que de faire la retraite. La prévoyance, c'est vraiment le sujet numéro 1 avant la retraite. Mais ça vient en complément. Et ensuite de ça, vous pouvez en effet utiliser une partie des économies d'impôts que vous avez fait sur votre PER pour vous prémunir aussi face au risque de dépendance. Comme on va tous vivre plus vieux, il y a un moment donné où, après la première partie de la retraite, que j'appelle la retraite active, si on est encore jeune, on a encore des envies, des projets. Si j'ai envie d'aller, de m'acheter un bateau et d'aller faire le tour du monde, j'ai envie de bricoler, de jardiner dans ma résidence secondaire, de voyager, très bien. Mais il y a un moment donné où le corps et ou l'esprit vont fatiguer un petit peu. Et c'est là, on a tous dans notre environnement plus ou moins proche des cas de dépendance. Alors, je pense plutôt aux personnes plutôt âgées, où il y a Alzheimer qui s'installe, il y a la dépendance aussi physique, ça peut être un mélange des deux. Et la dépendance, elle peut venir très vite. J'ai eu un cas, alors c'est pas moi qui l'ai eu, c'est un de mes confrères qui a eu ça. Un de ses clients, à 42 ans, il a fait un AVC. Alors, il a survécu, mais le problème, c'est qu'il est resté à moitié paralysé et donc il est dépendant, déjà à 42 ans. Donc ça fait partie des couvertures que l'on peut aussi mettre en place et financer grâce à l'économie d'impôt générée par le PER. Et enfin, en vous protégeant de ce risque, vous protégez aussi le patrimoine que vous pourrez transmettre à ceux que vous aimez. Parce que la prévoyance, ça coûte cher. Un EHPAD, ça coûte très, très cher, on le sait tous. Alors évidemment, ça coûte moins cher au fin fond de la Corrèze que dans les beaux quartiers parisiens, on est bien d'accord, mais c'est un vrai budget. Alors pour le financer, si votre retraite ne suffit pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ponctionner dans votre épargne, dans votre patrimoine, et c'est peut-être un patrimoine que vous auriez préféré transmettre à vos enfants. Voilà. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais trop tôt, en effet, pour commencer à épargner pour sa retraite. L'exemple que vous avez là sous les yeux, c'est 45 ans, je souhaite préparer ma retraite. L'impact, si je repousse ma décision de 12 mois, c'est 5% de perdu sur toute votre retraite. Oui, 45 ans, je vais prendre ma retraite à 65 ans, c'est 20 ans à travailler, je repousse ma décision et la mise en place d'un PER d'un an, 1 an sur 25, c'est 5%. N'oubliez pas que c'est les premiers 5% qui vont chaque année générer des intérêts en plus. Donc, c'est même un peu plus que 5%. OK. Et voilà. Et puis après, il y aura toujours la question PER, assurance vie. Pourquoi choisir entre les deux? Je dirais que c'est deux objectifs complètement différents. Tout à l'heure, je vous parlais en effet de la sortie possible anticipée du PER pour l'achat de la résidence principale. Personnellement, je ne le préconise pas. Pourquoi? Parce que dans certains cas, j'ai des personnes qui me disent, voilà, j'ai 27, 28 ans, mes parents m'ont dit qu'il fallait que je prépare ma retraite, donc j'ouvre un PER, je verse 100 € par mois parce que j'ai un petit budget, et puis ça me va bien. Et je le montrerai plus tard quand je gagnerai plus. Et puis dans 10 ans, je vais acheter ma résidence principale et je prendrai cette épargne. Oui, sauf que dans 10 ans, ma situation professionnelle aura évolué, je serai à un taux marginal d'imposition de 30%, et là où j'aurais fait une économie d'impôt de 11%, je vais me refaire fiscaliser à 30%. Donc, je vais perdre déjà 19% de mon épargne. C'est pour ça que pour moi, c'est un non-sens que d'utiliser le PER pour l'achat de la résidence principale. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire un PER pour le projet de retraite et en parallèle d'ouvrir une assurance vie pour le projet de l'achat de la résidence principale. C'est deux choses qui sont complémentaires. Et en cas de décès avant 70 ans, les deux réunis sont sur la même fiscalité. Alors, je parle en tout cas pour les solutions que moi je propose, mais on peut transmettre jusqu'à 152 000 €, 152 500 € même précisément, par bénéficiaire hors droit de succession. Voilà. Puis dans les bonnes raisons, c'est quelque chose qui est simple. Hein. Il y a la déductibilité à mettre en place, simple à mettre en place. Il y a déductibilité à l'entrée, donc la défiscalisation, et le choix à la sortie de récupération d'épargne sous forme de rente, de capital ou un mix des deux. Et puis, il y avait un autre point que je voulais te dire, mais qui me reviendra peut-être plus tard. Ça ne devait pas être important. OK, il y a des… Voilà. J'espère que
tout ça est clair pour vous? Ça vous a appris d'en savoir un petit peu plus? On peut laisser voilà, tes coordonnées, François, s'il y a des… oui. Là, justement, je vous mets mes coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serais ravi de répondre à vos questions. Si vous souhaitez une étude pour votre situation personnelle, je serais ravi de vous l'offrir avec… voilà, ça fait partie aussi de vos avantages d'être membre du cercle, hein, c'est que vous avez cette étude qui est offerte. C'est une étude qui souvent est valorisée aux alentours de 1 500 € par les experts comptables. Donc, c'est un joli cadeau, si je puis me permettre. Ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Ok, merci François. On a quelques questions encore dans le chat auxquelles on n'a pas répondu. Éric Hubert, on reviendra un peu après sur la question technique de Majid, mais Éric Hubert disait, oui, un PER peut-il être financé par sa SAS plutôt qu'individuellement? En tant que SAS, non, vous n'avez pas intérêt à le faire puisque ce sera considéré comme un avantage en nature, donc chargé. Donc, vous allez payer beaucoup plus cher. D'accord. Ok. C'est pas impossible, mais c'est pas opportun. C'est possible, mais il n'y a pas d'intérêt à le faire. Ok. Là, Jean-Louis, pardon, dans le cas d'une SAS, dans ce cas-là, est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt mettre un PERCO, un PERECO en place dans ce cas-là? À ok. noter que si vous êtes seul salarié dans votre SAS et que vous n'avez pas projeté d'embaucher quelqu'un d'autre que votre conjoint, par exemple, ok, c'est bien. Maintenant, si vous avez pour projet dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans d'embaucher des salariés, sachez que si vous mettez en place un contrat de retraite supplémentaire d'entreprise, ils en bénéficieront aussi. Oui. Jean-Louis Caillou, pardon, qui demandait en cas de sortie en rente, comment se calcule la valeur de la rente et la durée? Elle est en fonction déjà de l'épargne constituée, de l'âge du capitaine également, et de l'âge du capitaine au moment où il prend sa retraite. C'est évidemment si vous choisissez de prendre votre retraite à 62 ans ou à 67 ans, pour un même montant d'épargne, le montant de la retraite ne sera pas le même, ce sera calculé sur des tables de mortalité qu'ont toutes les assurances, avec une espérance de vie donnée. Ok. Catherine Boson, si on a le PERCO de l'entreprise qu'on a quitté, a-t-on intérêt à utiliser le PERCO plutôt qu'un PER en termes de frais? Tout dépend des frais qui sont sur le PERCO. Chaque PERCO a ses frais qui lui sont propres, qui ont été négociés par l'entreprise. Là, ça va être du cas par cas. Personnellement, j'aime bien, je trouve que l'idée de pouvoir transférer son PERCO sur son PER est assez intelligente. D'une part, on a beaucoup plus facilement la mainmise et on peut choisir les supports sur lesquels on souhaite investir, alors que sur un PERCO, on n'a pas du tout la main dessus. C'est un point important. Autre point important du regroupement justement des PERCO article 83 et de transférer sur des PER, c'est que au moment de prendre votre retraite, vous n'aurez qu'un seul point à gérer pour faire valoir vos droits à la retraite avec ce support-là. Alors que je vais vous faire, moi, mon cas, j'avais 3 articles 83 à l'époque où j'étais salarié. Il aurait fallu que je fasse 3 demandes pour récupérer mon épargne et donc plusieurs sources de revenus. Donc, difficile d'avoir une projection complète. Si je veux avoir un petit bout ici, un petit bout là, alors que là, je regroupe tout sur un même support, dans une même enveloppe. D'accord ? À noter que si vous transférez votre article 83 per entreprise, par exemple, sur lequel la sortie n'est prévue que sous forme de rente, ça rentrera dans votre PER, mais cette partie-là, vous ne pourrez pas la récupérer sous forme de capital. Ça a été possible jusqu'en octobre 2020, jusqu'à fin septembre 2020, mais maintenant, c'est plus possible. Mais le PER a 3 compartiments, justement, qui permettent à chaque assureur ou à chaque banque de dire, en effet, il y a telle partie qui peut être récupérée sous forme de capital et telle partie qui ne peut être récupérée que sous forme de rente. Et ce sera dissocié dans ce cas-là. Ok. D'autres questions, François?
Est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran? Comme ça, on te verra mieux dans les Pardon, réponses bien qu'on te sûr. donnera. Non, non, bien sûr. C'est Richard Hula qui disait: peut-on transférer un ancien PERP qui ne prévoit pas la sortie en capital en totalité vers un nouveau pour bénéficier de cette sortie? Absolument. OK, Absolument. Ça fait partie justement des opérations assez régulières que je fais depuis l'ouverture du PER, donc depuis le 1er octobre 2020. ouais, Justement, il y a nombre d'épargnants qui souhaitent pouvoir récupérer leur épargne sous forme de capital à 100%, ou au moins en avoir la possibilité. d'accord. Y a-t-il un montant minimum dans le PER pour percevoir une rente? Euh, non, il y a pas de montant minimum. Après, évidemment, votre rente sera en fonction du capital que vous avez euh, accumulé dessus. OK. Non, il y a pas de minimum particulier. Eric disait, enfin, opposait, quel est l'ordre de grandeur grossier d'un plan de prévoyance? Pardon? Quel est l'ordre de grandeur à la louche d'un plan de prévoyance? Alors, l'ordre de grandeur d'un plan de prévoyance, tout ce qui est arrêt de travail, invalidité, décès. Eric, si tu peux prendre la parole pour préciser peut-être? Oui, bonjour, merci François. Oui, l'ordre de grandeur financier, surtout pour la cotisation d'un plan de prévoyance, entre guillemets, standard, sans parler d'options inhabituelles ou hors standard. D'accord. Alors, personnellement, je n'ai pas de contrat standard. Moi, les solutions que je propose, elles sont construites en fonction des besoins de mes clients. Donc, c'est vraiment en fonction des besoins et en fonction des budgets aussi. Donc, tout dépend de ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez juste une prestation en cas d'incapacité, c'est-à-dire d'arrêt de travail, d'invalidité, du capital d'essai? Est-ce que vous voulez rajouter des options comme une rente éducation pour les enfants, une pension de conjoint? Vous voulez des remboursements de frais professionnels? Donc, c'est une solution, c'est quelque chose qui se construit vraiment au cas par cas. Mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus précis, un peu plus détaillé, n'hésitez pas à m'appeler et on prendra rendez-vous à ce moment-là et on pourra regarder et faire une simulation avec plaisir. Frédéric, Là, je ne peux pas répondre vraiment précisément à votre question. Ça oui, dépendra vraiment de vos besoins et de votre budget. c'est comme je pense Merci, la merci réponse François. à la question de Frédéric Madubo qui dit: quel montant minimum efficace à verser mensuellement recommandez-vous? C'est fonction du train de vie de chacun, enfin du train de vie, oui, et des possibilités de chacun. C'est en fonction déjà de ce que vous aurez comme retraite par rapport à tout ce que vous aurez pu cumuler comme points, aussi bien en tant que salarié qu'en tant qu'indépendant, et puis aussi de vos besoins, de votre train de vie. Donc, alors, ce qui est recommandé, c'est justement d'aller chercher ces enveloppes fiscales. Donc, c'est de faire des versements équivalents à 10% de son revenu. Mais ce n'est pas toujours possible. Mmh. Parce que moi, j'ai des clients qui vont gagner 2 000 euros par mois et qui sont en capacité d'épargne de 500 euros par mois. Et j'ai des clients qui gagnent 8 000 euros par mois après impôt et qui dépensent tout. Donc, tout dépend du train de vie de chacun, des revenus et du train de vie de chacun. Philippe Villiers te demande: est-ce que les PERP sont basculés en PER automatiquement ou est-ce qu'il faut Non, faire une démarche? non, il faut faire une démarche. Mais c'est assez simple à faire. OK. Le transfert des articles 83, c'est Bruno Menanto. Sur transfert des articles 83 sur PER risque de s'accompagner de frais. Est-ce qu'il y a des Alors, frais? ça, tout dépend des compagnies. Personnellement, je pars du principe que un article 83, même s'il était mis en place par l'entreprise pour laquelle on a travaillé, euh, la banque ou l'assurance qui l'a mis en place a déjà perçu des frais. Donc, personnellement, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de frais de transfert. OK. Mais ça, c'est ma décision personnelle. C'est ma manière de voir les choses. Je trouve que ce ne serait pas honnête, mais ça n'engage que moi. Je trouve que ce ne serait Ouais, pas honnête de reprendre des frais une deuxième fois. ouais. Je vais laisser Bruno Menanto poser la dernière question qu'il a mise sur le chat et je vais demander en attendant à
Franck, Franck te pose la question de savoir si on peut financer le PER en étant EURL. On avait la question tout à l'heure de SAS, mais maintenant EURL. EURL, normalement, oui. En EURL, vous devriez pouvoir le passer en Madelin. Donc oui. Oui, vous le passez en Madelin. De toute façon, j'imagine que vous devez probablement passer votre mutuelle santé et votre prévoyance, si vous en avez une, aussi en Madelin sur votre structure. Donc, à partir du moment où vous pouvez les passer en Madelin, il n'y a pas de souci. Vous faites votre PER en Madelin également. Oui, effectivement. Bonsoir tout le monde. Oui, effectivement. J'ai Madeleine. Voilà. Donc, votre PER, vous pouvez le faire en Madelin, sans problème. Okay. C'est juste moi, quand je fais des PER Madelin, j'ai juste une case à cocher. Hein, c'est une case à cocher et j'utilise le RIB de l'entreprise et pas le RIB privé. Bruno Menanto et Caroline vont poser leurs questions en direct. Là, on a un petit peu de temps, ça va. D'accord, oui. Bon, bonsoir. Oui, oui, moi j'ai discuté PER avec ma banque l'année dernière, là, pour de l'optimisation dans un premier temps, puis préparer la retraite. J'ai aussi plusieurs articles 83 d'anciennes boîtes, etc. Donc mon idée c'était de consolider, là, comme vous expliquiez. Par contre, ma banque, m'a pas tellement incité sur le PER en me disant oui, vous allez gagner en crédit d'impôt à l'entrée. Par contre, si votre taux marginal d'imposition est globalement équivalent au moment de la liquidation du plan, vous allez repasser à la caisse des impôts plus ou moins du même niveau, quoi. Alors, c'est pas tout à fait faux. C'est vrai que si vous êtes dans la tranche haute, je dirais à 75 000 euros de taux marginal d'imposition, donc vraiment dans la tranche haute du taux marginal à 30%, il est possible que vous soyez dans la tranche basse du taux marginal d'imposition à 30%. Auquel cas, oui, ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre, vous aurez juste la plus-value en plus. Donc à ce moment-là, c'est un peu comme une assurance vie. Très bien. Ouais. Avec juste un point non négligeable, les PER de banque ne sont pas nécessairement sur la fiscalité d'assurance vie. Mais les contrats d'assurance, c'est le cas, chez vous, excusez-moi, mais je le cite chez AXA, c'est que le PER que moi je propose à mes clients, il est sur la même fiscalité que l'assurance vie. C'est-à-dire que dans ce cas-là, en cas de décès, avant d'avoir réalisé sa retraite, l'épargne est transmise comme une assurance vie et c'est 152 500 euros par bénéficiaire qui sont hors droit de succession. Donc, même si j'ai eu une TMI, un taux marginal d'imposition à 45%, j'ai économisé 45% d'impôts, c'est moi qui l'ai économisé. Je ne suis plus de ce monde, mais ce ne sont pas mes héritiers qui vont le payer à ma place. Donc, j'optimise encore plus la transmission du patrimoine dans ce cas-là. Ok. Ce n'est pas l'objectif du PER, mais ça fait partie des avantages. D'accord, merci. Caroline avait une question également. Oui, je voulais juste savoir en fait si le transfert ou la bascule d'un PERP vers un PER, il y avait un coût en fait. C'était une question. Un petit peu de temps. Allez, un quart d'heure, une demi-heure pour vous. Le reste, c'est moi qui m'en occupe. Enfin, quand je le fais, bien sûr. Non, il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de coût. C'est de la même manière que sur le transfert d'un article 83 vers un PER, les frais ont déjà été pris. D'accord. À partir de là, vous avez des assureurs, des banquiers, et j'ai des confrères chez AXA qui vont prendre des frais. Disant, j'ai un minimum de boulot, je vais prendre ne serait-ce que 1%. Moi, je ne pars pas de ce principe-là. Très bien. Merci beaucoup. Jean-François, une question également. Oui, bonsoir. Ma question est toute simple. C'est j'ai un père que je décide de continuer une fois à la retraite avec une rente. Je décède. Est-ce qu'il y a une réversion vers mon épouse survivante ou pas? Vous pouvez, ça fait. Alors, je ne connais pas tous les contrats du marché, mais dans celui que je propose, oui, on peut choisir d'avoir une réversion à 60 ou à 100%. À 60% ou 100%. Tout dépend, évidemment, et le montant de la rente, dans ce cas-là, sera déterminé aussi en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment où vous réalisez votre retraite, et donc de son espérance de vie. Okay. Ça fait partie des possibilités, en effet, bien sûr.
On a même aussi la possibilité d'avoir des annuités garanties. Oui, d'accord. Qui soient plus importantes, soit au début, soit à partir d'un certain âge, en fonction des besoins. Okay. Parfois au début, ça va être pour pouvoir poursuivre le financement des études des enfants et ou à la fin pour pouvoir justement financer une partie de la dépendance. D'accord, merci. Okay. Allez-y, posez vos questions en direct maintenant, hein, Frédéric ou Franck qui l'avait mis dans le chat et les autres. Bah oui, Frédéric nous dit qu'il doit nous quitter, donc très bien, pardon. Et Franck, PER individuel ou PER d'entreprise? Allez-y, Franck, poursuivez. Oui. En fait, quelle est la stratégie là, pour la plus efficace, dans le cadre d'un PER individuel ou un PER d'entreprise? Le PER individuel, c'est vous qui choisissez de le mettre en place et qui avez la main dessus. Et le PER entreprise, ça dépend. C'est votre entreprise ou c'est votre employeur? Oui. Non, c'est la mienne. C'est la mienne. La vôtre. Après, le PER entreprise, si c'est juste pour vous tout seul, vous allez réduire, oui, en effet, la partie, le résultat de votre entreprise. Donc, c'est là où vous aurez un intérêt à le faire. Oui. Mais est-ce que vous avez vraiment intérêt à le faire? C'est la question. Là, c'est encore une fois, là, ça fait partie c'est des choses qu'on traite au cas par cas. D'accord. Est-ce que vous avez intérêt à faire un PER entreprise ou est-ce qu'au contraire, vous avez intérêt à faire un PER individuel, mais en parallèle de faire un PEE sur lequel votre entreprise abondera jusqu'à 300%. Mais vous pouvez faire un cumul de tout ça. Hein. Personnellement, je trouve qu'il est plus pertinent de faire un PEE sur lequel l'entreprise va abonder jusqu'à 300%. Donc, ça va réduire les charges d'entreprise et donc, pour vous, ce sera financièrement beaucoup plus intéressant et de faire en parallèle votre PER à titre individuel. D'accord. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres merci. questions? Patrick Audi, oui, vous voulez poser une question? Oui. Allez-y, Patrick. S'il m'arrivait de décéder avant l'âge de ma retraite, est-ce que ma fille, qui est ma seule héritière, bénéficierait du capital? Alors, si vous quittez ce bas monde avant que d'avoir réalisé la retraite, oui, à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, c'est comme une assurance vie. Après, de pouvoir les désigner comme bénéficiaires d'une rente avec réversion, si c'est votre fille, il faut que je vérifie. Je ne vais pas vous donner une réponse comme ça, mais je vais le noter et je reviens vers vous. Je vais juste vous redemander votre nom, s'il vous plaît, que je puisse vous répondre après directement. Oui, Audi, A-U-D-Y. Patrick Audi, A-U-D-Y, oui. D'accord, merci. D'accord, je vérifie le point et je reviendrai vers vous, soit par téléphone, soit par mail. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à la voler là. On a encore 5-10 minutes. Pas d'autres interrogations? S'il n'y en a pas, on va poursuivre par… Je crois que Pierre est en train d'essayer de poser une question, mais qui doit avoir un petit problème de micro. Pardon, qui donc? Pierre. Allez-y, Pierre. Et alors, je ne le vois pas. Si on le voit, mais… Il n'arrive pas. Sinon, par le chat, peut-être, Pierre. Pierre Philippi, c'est ça? Pierre Vissière. Pierre Vissière, je ne le vois pas. Ah. Bon. Quoi qu'il en soit, vous avez mes coordonnées. Oui. Vous avez vu mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler par la suite si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, bien évidemment. Avec Pierre Vissière indique que son micro ne fonctionne pas. Il voulait revenir sur les règles pour les TNS. Oui. D'accord. Alors, les 76 101 € de déductible, oui. Donc, c'est 10%
jusqu'à 8 passes. D'accord? Donc, le pass étant aujourd'hui de 41 136 €. Donc, 41 136 fois 8 fois 10%, plus 41 136 fois 7 fois 15%, devrait normalement nous donner les 76 101 €. OK. Pas d'autres questions? Ce que je vous propose, c'est de terminer par quelques informations que je voulais vous transmettre en partage d'écran. Voilà, oui. Petit sondage, comme je l'ai proposé dans le chat, et vous avez donc là à l'écran le lien sur lequel vous pouvez cliquer normalement ou le QR code que vous pouvez prendre avec votre téléphone pour laisser donc votre avis, vos impressions sur ce webinaire, hein. N'hésitez pas, comme chaque fois, à être le plus sincère possible. C'est ce qui nous aide à progresser. Donc, n'hésitez pas tout de suite ou dans l'heure qui vient de mettre votre avis grâce à ce lien. Ensuite, je voulais vous dire aux uns et aux autres de toujours vérifier si votre profil sur le site du Cercle est bien à jour, et ce de façon exhaustive. On a de plus en plus d'entreprises ou de cabinets de management de transition qui viennent chercher des profils sur le site du Cercle. Donc, soyez exhaustifs dans le descriptif. Et deuxième chose pour tout le monde, oui, sur la page LinkedIn, abonnez-vous à cette newsletter qui est sortie il y a un mois pour la première et il y a 3 jours pour la seconde, hein. C'est plein d'astuces, de conseils, de tips à destination des managers de transition. Donc, allez-y, ne vous en privez pas. Et puis pour les abonnés, je rappelle régulièrement que vous devez réactiver ou activer, pour ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien l'alerte qui vous permet pendant 3 mois de recevoir les offres de mission publiées eh bien, directement sur votre téléphone, et ce tous les 24 heures. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller sur le site du Cercle, vous les recevez directement dans votre téléphone. Voilà. Ensuite, je vais laisser le mot de la fin d'ailleurs à François. Je voudrais dire, avant qu'il ne conclue, enfin, je voulais le remercier évidemment pour sa prestation. Merci aussi d'avoir fait ça de façon très neutre, j'allais dire, même si s'il a fallu citer au moment notamment de la présentation de l'adresse mail, mais la compagnie pour laquelle tu travailles. Mais je sais que tu sais te détacher de tout ça et présenter les choses comme il le faut. Et merci pour tes bons conseils. Merci à vous tous également d'avoir pris le temps de participer à cette réunion. On a été plus de 75 à participer, donc c'est très bien. Je pense que vous avez pu en tirer des enseignements. En tout cas, il y a quelques petites choses à faire avant le 31 décembre. Voilà, François, écoute, je te laisse le mot de la fin pour conclure. S'il te plaît, François, est-ce que tu peux remettre le code pour l'enquête? Je ne l'ai pas photographié. Ah oui, tout à fait. Je le mets dans le chat. Ouais. Hein, je le remets dans le chat, sans souci. Et merci pour ces superbes présentations, puisque j'ai pris la parole. Voilà. Merci bien, en tout cas. Avec plaisir. Merci de votre écoute et de votre patience. Ce n'est pas forcément un sujet toujours simple. Mais l'idée, c'était de faire une présentation qui soit en effet décorrélée complètement de la compagnie, même si je l'ai cité un petit peu à 2-3 reprises. Mais l'objectif était plus vraiment de faire une présentation d'information et non pas d'aller me vendre quoi que ce soit. Ce n'était pas du tout l'objet. Merci de votre écoute et de vos questions. Alors, il y a une question ou deux que j'ai notée en même temps et je reviendrai vers vous par mail pour répondre à votre question, notamment celle de Patrick Audi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail. Je vous ai remis mes coordonnées aussi dans le fil du chat. Je serais ravi de répondre à vos questions. Ça ne vous engage évidemment à rien. Et voilà. Et puis merci à François aussi de m'avoir donné cette opportunité de vous présenter tout ça.
Et j'espère avoir été clair et que maintenant, je ne vais pas dire qu'il n'y ait plus de secret pour vous, mais qu'au moins vous ayez toutes les informations dont vous aviez besoin, que vous attendiez. S'il y a encore des sujets que je n'ai pas abordés ou qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas encore une fois, ce sera avec plaisir. Voilà. Et on vous transmettra à tous, évidemment, la présentation que François a bien voulu nous présenter. Hein. On vous la passera dans les jours qui viennent, enfin demain ou après-demain. Oui, j'essaierai de vous faire ça d'ici la fin de la semaine. Alors, peut-être d'ici jeudi, mais je vous l'enverrai d'ici la fin de la semaine, avant jeudi soir au plus tard. Ça marche, super. Très bien. Merci à tous. Bonne soirée. Bon appétit. À bientôt. Bonsoir, merci. Merci, Au revoir. bonne soirée. Merci, au revoir. Merci Bonne bien. soirée. Au revoir.